Karine Hamel, je suis responsable du système d'information ressources humaines du groupe Orano. Nous sommes 20 000 personnes chez Orano dans le monde entier. Vous nous connaissez très sans doute parce que notre spécialité, c'est le cycle de l'uranium qui permet aux centrales nucléaires de fonctionner. Et dans le cadre de mes fonctions, donc le système d'information du groupe Orano, pour la RH, c'est quoi? Ça englobe tout ce qui est le système de paie, la gestion des temps, tout ce qui est la gestion des talents, avec des modules emblématiques du type les entretiens annuels, les entretiens de développement professionnel, la formation, le recrutement, la people review, les révisions salariales, les campagnes d'expertise. Et puis nous avons aussi dans le périmètre un outil qui nous permet de proposer aux salariés de pouvoir déposer des demandes en ligne. C'est un outil de type portail RH dans lequel les salariés peuvent aller demander un changement de leur domicile, changer un RIB, exécuter un certain nombre de tâches pour faciliter leur gestion administrative au quotidien. Et puis on a également mis en place un petit outil de BI-RH qui nous permet de faire de la data, de proposer des indicateurs pertinents à l'ensemble de nos fournisseurs internes, que sont nos métiers. Alors, dans le cadre du SIRH, on pilote, comme beaucoup de personnes qui travaillent dans les systèmes d'information, on est amené à piloter plusieurs applications, plusieurs logiciels, on va dire, pour faire plus simple, même si ce sont des très gros logiciels avec un très fort impact business. Par exemple, un outil de paye, si on ne le pilote pas correctement, potentiellement, il ne va pas produire une paye juste, pour vous donner quelques exemples. Et ces systèmes d'information, en fait, ils vont communiquer entre eux par des interfaces. Donc, je vais prendre des données d'un système pour les basculer dans un autre système, pour des traitements différents. Mais on a également comme enjeu de permettre aux gestionnaires qui travaillent sur ces systèmes-là, d'éviter et de réduire au maximum possible les opérations de double saisie. Par exemple, dans le système de portail dont je parlais tout à l'heure, on va procéder à ce que l'on appelle l'onboarding de nouveaux salariés. C'est-à-dire que ce sont des candidats qui ont été transformés en salariés potentiels. Et par ce processus d'onboarding, on va collecter dans cet outil de portail toutes leurs données personnelles qui vont nous permettre de pouvoir le créer, transformer en salariés dans le système de paye. Et par cette opération-là, évidemment, dans le système portail d'onboarding, il y a une collecte d'informations qui se fait, qui au bout du bout va arriver à un gestionnaire qui lui va prendre ces données et les recopier dans le système de paye pour pouvoir créer ce salarié en paye. Alors, un des enjeux que l'on a, c'est de limiter au maximum cette double saisie, puisque les informations sont saisies d'un côté par un candidat, par une fonction RH, puis ressaisies dans un autre système, le système de paye, par des gestionnaires de paye. C'est ces éléments-là qu'on va aller chercher de manière à optimiser leur temps de travail et maximiser leur valeur ajoutée, parce que notre gestionnaire ne va pas faire un double contrôle, à la fois contrôler les informations dans un système puis les saisir pour se recontrôler derrière. Lui, ce qu'on va attendre de lui, c'est qu'il aille contrôler au bout du bout les informations qui ont été versées pour lui, pour la création du salarié dans le système de paie. Donc c'est ça ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher à minimiser les tâches à faible valeur ajoutée, à éviter la double saisie, et puis également à fiabiliser nos interfaces entre les différents systèmes d'information. Alors plus tard, on va aller chercher également des moyens pour mettre en qualité nos données. Ça, c'est un autre volet que l'on a dans notre roadmap avec les petits robots. Alors, chez Orano, on a eu une opportunité extraordinaire l'année dernière, enfin il y a 2 ans même. C'est une initiative de la DSI, de la Direction des systèmes d'information, qui a passé à l'étape où il a mis en place en fait une plateforme avec UiPath et TED pour proposer aux métiers qui voulaient tester ça du paramétrage de petits robots. Donc nous on a vu cette opportunité-là et puis on s'est dit tiens c'est intéressant, on va regarder. Donc j'ai interrogé effectivement les métiers pour répondre à votre question. J'ai interrogé les métiers et je leur ai dit allez, si on fait un test là-dessus, quels sont les processus qu'on pourrait finalement automatiser?
Alors, nos gestionnaires de paye nous ont dit, ah ben nous, ce qui nous plairait bien, c'est de pouvoir avoir une saisie automatique des nouveaux RIB des salariés dans le système de paye. Et nous, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aller juste les contrôler. Et puis, tant qu'à faire le RIB, ma foi, on a aussi le changement de domicile, et puis on a le changement de situation familiale, et puis on a les contacts à prévenir en cas d'urgence, et puis on a les numéros de téléphone et mail. Ça, c'était la première vague. Donc on a fait, avec TED justement, et sur l'initiative de notre DSI, ces petits robots. Donc c'est ceux-là qu'on a, entre guillemets, alors pas, on les a dématérialisés, en fait on a créé des assistants de saisie sur ces petits processus-là. Et quand ça a tourné, là c'est nos gestionnaires de paie nous ont dit, mais c'est formidable votre truc. Et si on faisait ça aussi pour l'embauche? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, nous on récupère des dossiers, alors c'est du mail, c'est du papier, il y a un petit peu tout, il y a aussi des données qui sont saisies dans le fameux portail. Mais au bout du bout, nous on récupère une masse de données, il faut qu'on retraite tout ça pour être en capacité de saisir, créer le nouveau salarié dans le système de paie. Donc on a regardé tout ça, et puis on a modélisé tout ça, et on y est arrivé effectivement, mais aujourd'hui, notre petit robot, là, notre assistant de saisie embauche, est en capacité de recopier en fait 90 données du système de portail dans le système de paye, et le gestionnaire de paye, il va, contrôle. Donc ce sont aujourd'hui les processus que l'on a dématérialisés, enfin que l'on a RPAisés, on va dire ça comme ça. Alors justement, la mise en place de robots interroge aussi, comme vous le dites, sur ce que devient en fait ce processus. Parce qu'au bout du bout, c'est toujours le même processus, hein. On a des données qui sont transmises par un salarié, par exemple, je change de domicile, et le résultat qui est les données du domicile du salarié doivent être à jour dans le système cible, en l'occurrence notre système de paye, puisque c'est comme ça chez Orano. Le résultat reste le même, puisque le salarié fait sa demande et le système de paye est à jour. Pour autant, on a bien vu que le processus de mise en œuvre de ce résultat n'est pas le même. Nous, ce qui nous reste aujourd'hui à faire, c'est pour le gestionnaire à contrôler que ce qui a été demandé, c'est bien ce qui a été saisi. Et nous, au niveau administration, donc au niveau SIRH, on récupère des tâches que nous n'avions pas précédemment, comme la gestion des rejets. Parce qu'on a toujours des rejets dans ce cas de figure-là. Alors des rejets de caractère business, on va dire. Par exemple, vous avez un salarié qui fait une demande de changement de domicile pour une date antérieure à la date du jour, et notre robot qui va saisir ça dans le système de paye, mais qui va dire non, c'est pas possible parce que à cette date où tu me demandes de changer d'adresse, tu as déjà une adresse qui est valide. Donc là, j'ai un rejet dit business. Donc c'est à nous, effectivement, d'aller corriger au niveau de la donnée. C'est vraiment une donnée business. Et puis après, on va avoir des cas d'erreur système où, par exemple, le robot ne trouve pas le code INSEE de la commune. Donc là, j'ai un rejet système, il va falloir que j'aille corriger dans le référentiel de mes numéros INSEE, enfin que j'ajoute en l'occurrence un numéro INSEE qui manquait. Bon, après je vous passe les problématiques techniques du réseau qui ne marche pas, les accès à la plateforme qui ne se font pas, voilà. Mais donc il nous reste ça quand même à gérer, hein. Donc c'est vraiment gérer les logs d'erreurs. Et la TED nous a beaucoup aidé, on verra par la suite, c'est que dans la conception des robots, ils sont allés vraiment au-delà de la simple implémentation de ce qu'on demandait, à savoir saisir des données d'un système dans un autre. Ils nous ont aussi beaucoup accompagnés sur la gestion et le pilotage de ces rejets, sur ces exceptions, hein, ce qu'on appelle les exceptions business ou les exceptions système, et sur la mise en place d'un reporting qui nous permet de pouvoir piloter très facilement l'activité du robot. De même que sur la console d'administration du iPass, ils ont travaillé du wording compréhensible par tout le monde, donc par moi-même, sur la progression du robot, savoir où le robot en est et quand le robot échoue, pourquoi il a échoué. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de gains vraiment stratégiques. En revanche, je vais vous donner 2 chiffres pour le processus d'embauche. Donc, quand on le fait manuellement, ça prend 20 minutes. Et quand on le fait avec le robot, ça prend 3 minutes. Alors, donc, comme je le disais, c'était il y a 2 ans, donc maintenant, on a commencé à travailler avec TED, grâce à l'initiative de la DSI. On a commencé par faire des POC.
proof of concept sur les petites demandes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a fait un POC sur 6 mois. Ça nous a permis de régler beaucoup de choses et surtout de comprendre en fait comment on devait travailler pour aboutir à un robot efficient. Ça, c'est partie de notre POC. Et puis après, on a fait un vrai projet avec des petites demandes, les demandes dont je parlais là. Donc on a en tout la demande de changement de RIB, de changement de domicile, les tiers à prévenir en cas d'urgence, téléphone mail, situation familiale et le robot d'embauche, j'en oublie pas. Et là, on a travaillé pendant 6 mois avec Ted. Alors ce qui a été très bien pendant cette période-là, c'est que en fait, dans ce processus d'embauche, on a par moment on fait appel à des blocs qui ont été développés sur les autres robots. Parce que quand vous embauchez quelqu'un, à un moment donné, dans le système de paye, il faut saisir son adresse. Donc Ted est allé rechercher les bouts correspondant dans le petit robot changement d'adresse. Dans l'embauche, il faut saisir un RIB. Donc ils sont allés chercher la partie du code de la demande changement de RIB, etc. Donc on a pu travailler de manière modulaire en quelque sorte. Alors, mon retour, il est que donc, le POC, c'est un POC, donc il a fallu qu'on se règle l'un et l'autre. On a dû discuter beaucoup, échanger la méthodologie, donc ça a été très intéressant parce qu'on a pu se régler. Nous, côté SIRH, on a compris à ce moment-là que c'était très important de rester en maîtrise et en rédaction de nos spécifications techniques, fonctionnelles et techniques. Parce qu'en même temps, ça nous oblige à décortiquer le processus tel qu'il doit être fait de A à Z, vraiment de bout en bout, en envisageant tous les cas business, parce qu'au bout du bout, c'est un robot qu'on programme et le robot il n'est pas en capacité de décider quand il est face à une erreur ou à une non-réponse. Donc il a fallu qu'on décortique tout ça. Ça nous a permis beaucoup de progresser parce que du coup, on a des modes opératoires via nos specs fonctionnels qui peuvent être mis entre les mains de n'importe quelle personne qui arrive et qui n'a jamais procédé à ce genre d'activité. Il suffit qu'il suive le mode opératoire, il saura faire ce qu'on lui demande de faire. Ça nous a aidé beaucoup. Après, dans la deuxième phase, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nous-mêmes écrit des spécifications fonctionnelles, version 1, et on a travaillé au mode agile en fait avec Ted, et ça c'est très confortable parce qu'il commence à développer un truc, paf, on le teste, et tout de suite on voit comment il faut faire évoluer notre spec, quels sont les cas qu'on n'a pas prévus, et hop, on passe. C'est vraiment du test and learn qu'on a fait avec eux, tout en prenant soin et en étant très attentif à la mise à jour de notre spécification par écrit. Comme ça, on avait toujours notre référentiel, dire ah oui, ça on l'a fait, ah ça on l'a pas vu, ok, ça c'est du correctif, ça c'est de l'évolutif. Donc on a fait une mission en fait où sur le plan on va dire contractuel, c'était très simple parce qu'on savait à tout moment si c'était du correctif, si c'était de l'évolutif. Donc on n'a pas eu de problématique d'argent en fait, quelque part on savait très bien où aller, quel mode il fallait prendre. Après, sur le plan des ressources, donc on a avec Ted des gens qui sont extrêmement compétents et qui sont intelligents dans la manière d'aborder le besoin métier, le besoin du client. C'est très important parce qu'ils sont toujours en capacité, par exemple, de proposer du modulaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, et même si c'est nous qui leur proposons du modulaire, ils sont d'accord pour faire du modulaire, parce qu'on aurait pu tomber aussi sur un développeur qui me dit « Non, moi je ne fais pas de modulaire, ça c'est pas possible ». Donc ça a vraiment de l'intelligence dans la relation client et puis de l'intelligence dans ce qu'il faisait. Je disais tout à l'heure, par exemple, tout le petit module reporting, comment le métier, donc moi, je vais pouvoir piloter mes robots, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, est-ce que j'ai une business exception, où est-ce que je l'ai, est-ce que j'ai un système exception, où est-ce que je l'ai. Voilà. Et l'analyse des logs et des rejets. Donc vraiment, une relation qui va au-delà de la simple spécification du besoin fonctionnel, c'est vraiment l'environnement, l'écosystème qui est pris en compte. C'est pour toutes les raisons que je viens de vous donner là. Voilà. Oui, alors, donc là, on va adapter, on va passer sur une phase d'adaptation de notre robot dit embauche à une problématique qui est de pouvoir faire l'embauche de nos alternants. On a à peu près 800 alternants par an, mais qui arrivent en 2 vagues. Qui arrivent sur la vague de juin-juillet et qui arrivent sur la vague de fin août, mi-septembre. Donc c'est un travail énorme sur une période de temps très concentrée pour nos gestionnaires. Donc on est en train de faire d'ailleurs en ce moment l'adaptation pour
permettre aux robots embauche de pouvoir également embaucher des alternants. Il y a deux, trois petits trucs qui sont différents sur les alternants. Pour autant, il faut vraiment les intégrer aux robots. Donc ça, c'est vraiment première phase. On va pousser un peu plus loin les robots que l'on a aujourd'hui pour leur faire plus de choses, élargir leur périmètre d'action. Après, ce qu'on aimerait faire, c'est quitter un peu l'environnement de la paye, de faciliter le travail des gestionnaires de paye, passer plutôt sur notre suite talent pour permettre, par exemple, aux gestionnaires qui sont sur la suite talent, à la fin d'une campagne d'entretien annuelle, par exemple, de disposer d'un petit assistant qui, pendant la nuit, vient faire toutes les opérations de validation de formulaires, validation administrative de formulaires afin de les archiver, par exemple. Donc ça, c'est plutôt un travail de validation en masse, d'archivage en masse de formulaires qui sont dans un système de type talent. Ça, c'est un volet très important pour nous l'année prochaine. Après, on peut aussi envisager, plus tard, un volet qui serait de screener une application et de repérer, parmi les données qui ne sont pas obligatoires, celles qui n'ont pas été renseignées et qu'il serait tout de même bon de renseigner. Après, on pourrait imaginer également des opérations de cleaning de données. Je pourrais prendre l'exemple de notre système portail, par exemple, dans lequel, quand on a un salarié qui va demander une nouvelle adresse, déclarer sa nouvelle adresse, la longueur du champ, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais la longueur du champ de l'adresse dans ce système-là fait 250 caractères. Pour autant, le système dans lequel cette donnée doit être intégrée, dans ce système-là, pour des raisons légales, ce champ-là ne fait pas plus de 38 caractères. Donc on voit bien que ça ne va pas. On peut avoir une adresse qui arrive mais qui est trop grande, qui ne rentre pas de l'autre côté. Donc on pourrait demander à un robot de venir proposer un résumé quelque part de l'adresse qui a été posée dans le système de paye. Alors après, c'est de la technique. Est-ce qu'on fait faire un robot qui fonctionne tout seul avec plein de règles de gestion? Est-ce qu'on lui fait interroger un chat GPT ou autre pour proposer une solution? Voilà, donc ce sont les pistes que l'on a pour enrichir notre dispositif de petit RPA.